Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro du débat de dimanche, la première livraison de l'année 2020 après quelques semaines de congés. Justement, les congés des panélistes, on va en parler. Qui était où et qui a fait quoi. Maka, vous êtes resté à Bamako Si, mais apparemment, contrairement à certains autour de cette table, bon, peut-être qu'ils vont en parler. Moi, je pas bougé. Et puis, j'étais même un peu souffrant, donc, et puis, vous savez, nous, on est dans notre petit coin, quoi. Donc, on n'a pas Maître Konaré, il y a également eu des questions où est passé Maître Konaré, voilà, pendant tout ce temps. Il y a des gens qui m'ont demandé si nous avions été tous nommés à Koulouba. Pourquoi On a enterré le débat. Donc... on a le droit de répondre. D'accord, Alexis Calabri. Non, bon, j'ai pas eu le privilège d'aller au pays des cèdres. Moi, j'étais à Ségou tranquillement pour mes congés, voilà. Moi, j'ai fait un petit tour au Canada. C'était impressionnant d'ailleurs parce que j'étais dans un grand magasin. Et puis, un monsieur qui dit, c'est vous, Serge Daniel? Je vous dis, non, c'est pas moi. Il dit, je vous ai vu au débat du dimanche. Donc, même là-bas, le débat du dimanche nous a suivis. Et puis, je suis revenu ici. Je suis allé dans un petit village où j'ai un ami. Et j'ai vu là-bas le marabout j'ai failli dire du président, mais de Konaré. Voilà, c'est l'occasion de présenter nos voeux à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs du débat du dimanche. Alexis, les voeux pour 2020. Oui, vraiment, pour le Mali pour moi, c'est vraiment l'occasion. Vous savez, quand on parle publiquement en offense, c'est vraiment l'occasion de demander pardon à tous ceux qui suivent et qu'on a eu à écorcher, mais également prier pour que l'année nouvelle soit vraiment l'année du Mali et que ça nous apporte la paix, la sérénité et la joie de vivre. Mettre des vœux pour 2020. Je remercie et je salue tous les Maliens et tous les Africains qui nous regardent, ainsi que ceux qui ne nous regardent pas. Comme Alexis l'a dit, parfois il y a des mots qui nous échappent, qui peuvent être très blessants. Nous présentons nos excuses et par avance nos excuses pour ceux qui vont nous échapper en 2020. Ok. Les vœux également, Serge, pour terminer avec Macan. Pour l'année neuve, ce que moi je souhaite pour l'année neuve ou l'an neuf, ça se dit aussi, si on ne veut parler français, c'est vraiment la santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, vous n'avez absolument rien. Vous pouvez être riche, vous pouvez être au pouvoir. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez rien faire. Il faut de la santé. Je pense à la reine mère, c'est une occasion. Elle est allée à la retraite. Oh, Maca. Non, comme je m'associe déjà à mes prédécesseurs pour souhaiter également bonne heureuse année à tous les Maliens et puis tout le monde à travers le monde et souhaiter à mon pays, à l'Afrique, au monde entier la paix, la sécurité et beaucoup de santé comme vient de le dire Serge. Maintenant pour le Mali spécifiquement, c'est prier véritablement pour que nos autorités, tous ceux qui ont en charge la destinée de ce pays aient la chance de prendre les bonnes décisions. Voilà, bonne année 2020 et particulièrement à une téléspectatrice, une inconditionnelle du débat du dimanche qui a souhaité nous accueillir avec une assiette de viennoiserie. C'est une téléspectatrice du quartier Badalabougou à Bamako au Mali. L'assiette est de l'autre côté à la fin de l'émission. Voilà, on va savourer. Mais elle a précisé que c'était d'abord pour moi. Voilà, non, elle a précisé pour tous les invités du débat du dimanche. Voilà, pour ce premier numéro de l'année, nous allons parler du sommet de Pau, les conclusions, un débat interactif avec des correspondants, des confrères au Burkina Faso et au Niger que nous allons joindre en direct. Et puis également, nous allons parler du procès Sanogo, le report du procès Amadou Aya Sanogo. Premier thème donc de ce débat du dimanche, plus de coordination sur le terrain entre Barkhane et les armées du G5 Sahel. C'est la principale issue du sommet de Pau. La France restera donc aux côtés des pays du Sahel afin de lutter contre le terrorisme. Qualifié également de sommet de la clarification, Pau a été sanctionné par une conférence de presse dont voici ici quelques extraits. À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants.
C'est cela qui nous amène à demander donc et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Qu'en pensent les populations du Niger, du Burkina Faso et du Mali? Nos reporters ont recueilli quelques impressions que nous suivons ici. La rencontre de Pau était une rencontre très opportune parce que déjà avec tous les efforts qui ont été consentis jusque-là, tous les moyens qui ont été déployés jusque-là, il n'y avait pas, en termes de résultats, il n'y avait pas, le résultat ne se faisait pas sentir au niveau des populations civiles. Donc déjà la grogne sociale a commencé par par là. Il était nécessaire de se parler. Je pense que c'est une très belle initiative. Et la France, une fois de plus, nous a montré quand même qu'elle peut aider les pays africains, en particulier les pays sahélo-sahéliens. Et je pense que ce n'est pas pour moi lieu de critiquer les Français pour ça. Et quand même on nous laisse seuls les Africains à nous-mêmes, et ce n'est pas évident qu'on puisse avoir une résolution à ce problème. À Pau, il n'y a eu rien d'extraordinaire. Ce qu'on a dit là-bas, on le savait déjà, ce qu'on allait dire en avance. Donc peut-être ça a été une perte de temps pour nos chefs d'État et aussi l'occasion pour la France de renforcer encore vraiment son sentiment de haine envers vraiment les pays africains. Ce que moi je voulais quand même, c'est la patrie mixte. C'est-à-dire qu'il faut que les Français, les Maliens, que ce soit les Burkinabés ou Tchadiens, qu'ils sortent ensemble. C'est-à-dire que ce soit une patrie mixte pour qu'ils luttent contre le terrorisme. C'est ce que moi je veux. Je veux pas que la France aille seule et que les Maliens ou les Burkinabés sortent seuls. C'est pas bon. Il faut que ça soit mixte. C'est ce qui est clair. Voilà, c'est ce qui est clair et le mot clarté, clarification, Maître Konaré revient. Ça a été le sommet de la clarification pour plus que la clarification, parce que bien avant le sommet, tout le monde avait clarifié sa position. Le président du Niger avait déjà dit qu'il demandait plus de Barkhane et qu'il ne tolérerait même plus de manifestations anti-françaises sur son sol. Le président Ibeka avait déclaré qu'il ne fallait pas confondre nos amis avec nos ennemis et que la France était notre ami. Donc la clarification dans les mots était déjà faite. À Pau, ce que je retiens, c'est que la France a eu un nouveau soutien beaucoup plus clair et beaucoup plus formel à sa présence dans le Sahel. La France a surtout décidé qu'il ne fallait plus laisser les armées nationales du G5 évoluer seules et qu'il fallait un commandement conjoint. Bien entendu, j'interprète cela comme étant une forme de prise, je veux dire une forme de commandement de toutes les armées confiées désormais à la France. Parce que j'imagine mal que ce soit nos généraux qui commandent aux troupes françaises. Donc ce commandement conjoint, ça sera une sorte de prise en main des armées nationales par l'armée française. Et bien entendu, ça va se traduire par une plus grande responsabilisation de la France sur le terrain. En cas d'échec, c'est la France qu'on va indexer ipso facto. Ok, Makankone, est-ce que la clarification tant attendue, on est allé vers ça, vers elle? Non, moi je crois, en tout cas, côté officiel, je veux dire, côté officiel, et que si la clarification c'est que Ibeka dise, ok, on veut plus de Barkhane, que Ousoufou dise qu'on veut plus de Barkhane, que le président du Burkina dise la même chose. Si c'est ce qu'on appelle clarification, je veux dire, côté officiel, c'est bon. Mais maintenant, côté opinion, je veux que les choses, moi je dirais aussi qu'il faut que les choses soient claires par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui empêcher aux gens de manifester contre la présence des forces étrangères ou pas. Aucun président au monde ne peut empêcher, à moins que ce soit un dictateur qui tire sur ces gens, qui les tue. Même en France, les gens ils manifestent. C'est-à-dire, moi par rapport à ça, il faut que les gens comprennent que quoi qu'il se passe, tant qu'il n'y a pas de résultat tangible, visible, les gens ils vont manifester. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que avec la présence de
près de 5000 Barkhane, 13 000 et quelques MINUSMA, Nations Unies, tout, qu'on ait moins de militaires tués, qu'on ait moins d'attentats, qu'on soit dans un pays plus sûr, plus sécure, comme disent les Anglais. Donc c'est cela. Donc côté officiel, elle est claire la clarification. On ne doit même pas en douter. Aujourd'hui, c'est ce que la France dit, nous, États sahéliens, États africains et tout, on n'a pas trop le choix. Ce n'est pas tous les États africains qui ont le courage de contester une décision de la France. Oui, Alexis Magam met le curseur sur la réponse de Macron à la question du confrère Ibrahim Traoré de la télévision malienne. On a vu le président français un tout petit peu irrité par cette question. Non, c'est compréhensible. Hein. Le président français était à deux niveaux. Premièrement, il a à gérer son opinion intérieure. Ensuite, il a à gérer sa réélection. Donc, il y a cette donne dont il faut tenir compte. Mais en dehors de cela, le sommet a vraiment été fructueux, en ce sens que la clarification était des deux côtés. Si vous avez suivi un peu les coulisses, les débats ont été très durs parce que oui, nos chefs d'État ont vraiment dit tous les ressentiments qu'ils avaient, et je pense que dans les résolutions et déjà dans ce qui se passe sur le terrain, y compris le CSA, on sent déjà que les lignes bougent. Donc je pense que oui, des deux côtés, Pau n'était peut-être pas la solution, mais fait partie de la solution. Et la rencontre de Pau a permis quand même d'obtenir des avancées, au moins au plan tactique et au plan des relations entre les deux États. Maintenant, la gestion de notre opinion, ça c'est un autre débat, parce que oui, il faut que les gens s'expriment. D'ailleurs, il y avait une forte communauté des pays ressortissants du G5 Sahel qui sont rendus à Pau pour manifester déjà. Donc, Macron comprenait que, à la limite, si on peut dire, penser qu'à l'intérêt c'est instrumentalisé, à ce niveau, non. Oui, ils ont fait 800 km pour aller dire certaines choses. Serge, sur la photo de Pau, avant d'entrer dans les détails, dans les conclusions du sommet. Je pense que c'était une très belle photo. Enfin, je ne voulais pas parler de la disposition autour de la table, parce que là, on est 5. Ça fait un G5, mais il y avait quelqu'un là, plutôt. Donc. Mais la photo était quand même belle. La photo de Pau était belle. Il y a eu deux choses pour cette première prise de parole. Il y a eu la déclaration officielle, c'est le communiqué, et il y a eu une autre déclaration officieuse. C'est là où vous voyez que nos chefs d'État ne sont pas allés à Pau pour recevoir des ordres. Ce n'est pas du tout cela. Je sais qu'avant la réunion de Pau, il y a un document qui a été envoyé au président du Burkina, Kaboré, justement, pour lui dire qu'il faut amender. Je sais qu'il y a un ministre malien qui est parti au Burkina, en retard d'ailleurs, pour participer à ces amendements-là. C'est-à-dire que la voix des 5 pays, la voix a compté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On sait désormais, par exemple, avec précision, que dans 3 mois, il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères. Dans 6 mois, les mêmes chefs d'État vont se revoir à Nouakchott pour refaire le point. Donc, c'est quelque chose à plusieurs voix. Ce n'est pas un coup ex-cathédra que le président de la République française a fait. Donc, de ce point de vue, je pense que pour cette première prise de parole, Pau, c'était quelque chose de très intéressant, de décisif dans le ressenti de chaque parti vis-à-vis de l'autre pour pouvoir avancer. On l'a dit au cours de cette émission, tout au long du débat, nous serons en contact avec des confrères du Burkina Faso et du Niger. On me fait signe que nous avons Garé Amadou, il est le directeur de publication de La Nation au Niger. On l'a en direct de Niamey. Garé Amadou, bonsoir. Oui, monsieur Sékou Tangara, bonsoir. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir pour vous sur les conclusions de ce sommet de Pau, pour vous? Oui, merci monsieur Sékou. Effectivement, la situation au niveau du Sahel était tellement préoccupante qu'il a fallu qu'on organise un sommet à Pau, n'est-ce pas, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en termes de stratégie et pour vaincre une fois pour toutes l'ennemi djihadiste. Je pense que ceux qui se sont réunis à Pau, les chefs d'État, avec le président Emmanuel Macron, ont jeté le base d'une nouvelle coopération militaire. Vous avez entendu les grandes décisions qui ont été, en tout cas, qui ont sanctionné ce sommet-là, notamment une alliance entre Barkhane et le G5 Sahel, et aussi d'autres mesures, notamment, je pense, le retour de la souveraineté malienne au niveau de Kidal. Tant qu'on ne réglera pas le problème de Kidal, eh bien, je pense que la lutte contre le terrorisme, en tout cas, va prendre beaucoup de temps. Vous savez, il y a un moment, notre président, le président de la République du Niger, avait
dit que la plupart des assaillants, en tout cas, qui sont en train de mener des attaques contre nos forces de défense et de sécurité, ils viennent de Kidal. Donc, il faudrait que la situation de Kidal soit vraiment réglée une fois pour toutes, et c'est ça qui va permettre le retour de la paix. Je pense que la réunion de Pau est une réunion extrêmement importante. Au-delà de toute la polémique qui a entouré non seulement la convocation au niveau de Pau, les invitations données par Macron, le ton sur lequel ça a été fait, l'heure n'est plus aux supputations. Je pense que le plus important, ce sont les résultats qui sont sortis de cette réunion de Pau-là. Et les résultats, on l'a vu, il y a un nouvel engagement. La France a augmenté 200 hommes au niveau de sa force Barkhane, et il y a un engagement nouveau, il y a une sorte d'élan nouveau qui va faire en sorte quand même que la lutte contre le terrorisme au Sahel puisse avoir cette fois-ci des victoires sur le terrain, et faire en sorte que la courbe qui était défavorable aux pays de la sous-région, que cette courbe-là puisse changer, et que maintenant la peur change de camp. Cette fois-ci, ce sont les terroristes qui vont en tout cas chercher refuge dans des abris, mais qui vont être traqués et mis hors d'état de nuire une façon définitive. Gary Amadou, directeur de publication de La Nation, en direct de Niamey. Tout au long de l'émission, on a d'autres confrères qui nous attendent à Ouagadougou, notamment Dieudonné Zungrana, et également au Niger. Maître Konaré, sur les conclusions du sommet de Pau, on parle de cet état-major conjoint. Barkhane, pays du G5 Sahel, armée du G5 Sahel, ça peut faire bouger les choses? Je pense que sur le plan opérationnel, ça peut être très intéressant. Parce que si vous laissez nos armées à elles-mêmes, elles sont déficientes au moment où je parle. Donc s'il y avait un état-major conjoint tel que conceptualisé à Pau, ça pourrait leur permettre de monter en puissance, d'apprendre davantage et de s'engager davantage. Mais le problème est, quel sera l'effet sur la souveraineté des États concernés, dont les armées deviennent en quelque sorte des sous-traitants de la stratégie militaire française. La deuxième question que je pose, et je crois que ça a été en partie abordé par l'intervenant nigérien, c'est qu'on a décidé de concentrer les efforts militaires sur la zone des 3 frontières. Or, cette zone des 3 frontières est certes dangereuse, mais elle ne l'est pas autant que Kidal. Kidal qui est la porte d'entrée de tous les terroristes de la sous-région. Pourquoi le sommet n'a-t-il pas officiellement parlé de Kidal? Est-ce parce qu'il y a un accord de paix entre le Mali et la CEMA qui empêche d'en parler? Est-ce par peur de l'Algérie qui n'a pas intérêt à ce que le Mali recouvre toute sa souveraineté sur Kidal, ou simplement est-ce par peur des rebelles de la CEMA? Voilà les questions que m'inspirent les conclusions de Pau par rapport à la stratégie militaire. Oui, Makankoné, sur cette stratégie militaire. D'abord, souvent on se posait des questions sur cet état-major conjoint déjà du G5 Sahel, mais cette fois-ci, on va y aligner un autre état-major, mais cette fois-ci Barkhane et pays du G5 Sahel. Je voulais d'abord rectifier un peu ce que vient de dire mon prédécesseur par rapport à Pau et Kidal. Ici, le document dont mon frère Serge vient de faire allusion, je crois qu'il parle un peu de Kidal. Ah oui. Pau d'air, Macron même a explicitement parlé de Kidal. Je crois, et puis, il se trouve aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a des militaires, une armée reconstituée qui, en tout cas sur la route vers l'action à Gao, qui vont confidentiel pour le savoir. Et puis, nouvelle libération aussi. Donc, par rapport à ça, je crois qu'ils sont en route pour Kidal. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Maintenant, pour l'état-major conjoint, moi, je crois, je ne suis pas un spécialiste de stratégie militaire, hein, mais je crois quand même qu'il faut privilégier les aptitudes locales. Je veux dire, c'est une question de terrain. Il faut même si Barkhane et l'armée malienne font ensemble un état-major commun, il faudrait surtout
responsabiliser, en tout cas exploiter la connaissance du terrain de nos officiers qui connaissent cette zone. Parce que c'est ça aussi. Et que les gens de Barkhane peuvent beaucoup nous aider sur les renseignements. Encore que même par rapport aux renseignements, les populations locales peuvent nous aider. Par rapport à l'équipement et tout, Barkhane peut aider l'armée malienne et tout. Donc, il faut que tout ça soit bien coordonné et que pour obtenir un résultat, il faut que les locaux soient vraiment impliqués, que ce soit les officiers locaux qui connaissent le terrain, qui savent un peu où est-ce que les terroristes peuvent, d'où est-ce qu'ils peuvent venir et tout. Et puis les populations locales. Moi, j'insiste toujours sur l'implication des populations dans le cadre de la lutte contre ce terrorisme. Oui, Alexis Calambri, Pau s'est assigné des objectifs et en tant que journaliste, en tant que critique, ça nous donne une opportunité de traçabilité. Le jour où il y aurait problème, on peut peut-être dire que oui, il y avait tel ou tel objectif à Pau, mais aujourd'hui sur le terrain, ça n'a pas pu être atteint. Ça peut être l'une peut-être des avancées de Pau. Oui, ça c'est une grande avancée en ce sens qu'il y a vraiment un chronogramme, il y a, disons, des mesures qui sont quantifiables dans le temps. Mais vraiment, l'autre avantage que je vois à ce que les états-majors soient presque unifiés, c'est que si vous parliez avant avec nos officiers, ils vous disaient à la limite Barkhane évoluait en solitaire. Et Barkhane disait c'est parce qu'on n'a pas confiance. Il est arrivé qu'on donne des informations et que ça fuite. Alors, qu'est-ce que ça va régler comme problème, le fait qu'il y ait cette unification? Premièrement, les décisions vont être prises, on saura qui sont ceux qui partagent les informations. Ensuite, nos gens vont s'informer. Et effectivement, le grand problème qu'on avait, c'est ce partage d'informations. Mais pour moi, l'autre grand problème que ça règle, c'est cette question de corruption, à la limite, qui a souvent freiné l'élan de notre armée. En ce sens que souvent les gens se plaignaient du fait que des choses ont été décaissées, que ce n'est pas arrivé là où ça devait arriver. Maintenant qu'il y a un œil extérieur, on saura qui a droit à quoi et où ça s'est arrêté. Je pense que cela n'est pas à négliger. Maintenant, pour un peu, disons, tendre la perche à mettre, oui, au-delà de cette zone des 3 frontières, nous avons un autre problème. C'est vrai que ça prend en compte, mais il s'agit pour nous de ne pas mettre tous nos fers au même feu, de sorte que pendant que le mandat Barkhane, qui est plus contre terrorisme, et on y participe, mais qu'on voit nos problèmes sécuritaires intérieurs et qu'on y travaille également. Dans les détails, ce qui est intéressant à Pau, c'est qu'il y a eu 2 G. Il y a eu un G3. C'était le ventre mou du G5, c'est-à-dire les 3 frontières dont vous parlez, ça c'est quand même important, et un G5. Ce qui concerne le G3, et je ne suis pas d'accord avec vous, Maître Konaré, ce n'est pas une force sous commandement de Barkhane. C'est conjoint, c'est-à-dire que personne, les gens ne vont plus travailler, avant chacun travaille de son côté, ce n'est plus dans son coin, ce n'est plus là. On va voir ce qui se passe. Et puis, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'on va faire participer toutes les forces, les ex-combattants. Vous avez vu par exemple, le MA a tenu un congrès à Tombouctou, il n'y a pas eu un seul blessé. Ould Matali a tenu un autre congrès à Tabankor, chez les Lamra. Il n'y a pas eu un blessé. Pourtant, tout le monde est parti de Gao là-bas par route. Donc, l'après-Pau est intéressant de ce point de vue que chaque parti reconnaît ses erreurs. Que ce soit les Français, que ce soit les pays membres du G3, G5, et de dire désormais nous allons changer déjà. Et je pense que de ce point de vue, c'est très intéressant. La situation de Kidal a été abordée à Pau. Je pense que ça a été même central au sein du G3. Vous avez parlé du président nigérien qui avait critiqué, c'est vrai, les gens de Kidal, mais il les a reçus rapidement après, comme si il avait levé l'hypothèque, comme s'ils avaient levé l'hypothèque. C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Maintenant, il faut voir comment ça va s'articuler. Je disais tout à l'heure que la lettre confidentielle du Mali a révélé la date de l'arrivée de l'armée malienne à 1. C'est vrai que Nouvelle Libération en a aussi parlé, mais pas comme moi. Bon, mais je veux dire que les choses bougent, qu'on le veuille ou pas, les choses bougent maintenant. On a 6 mois pour voir ce qui va se passer. On a 6 mois pour voir ce qui va se passer, la direction du vent, pour voir si vraiment nous sommes sous la roue de la paix. Mais je vais terminer en disant une chose. Je vous assure, quand je vois ce qui s'est passé avant Pau, après Pau, je suis persuadé d'une chose. Nous allons nous en sortir seulement, Maître Konaré, le jour où nos armées pourront assurer
la défense de nos territoires. C'est-à-dire que le problème n'est pas de sous-traiter la sécurité, c'est parce qu'on ne peut pas. C'est simple, on ne peut pas. Mais il faut qu'on puisse avoir de notre côté tous les moyens, toutes les stratégies pour pouvoir assurer la défense du territoire national. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez plus gouverner dans 5 ans. Ce n'est plus possible. Maître Konaré, l'une des recommandations de Pau, sinon l'une des issues, c'est que désormais, le théâtre des opérations est identifié. On parle clairement de la zone des 3 frontières. Et on a également mis un nom sur le visage, puisque les populations se posaient la question qui est-ce qui attaquait nos camps, qui attaquait nos garnisons. On a clairement dit à Pau que c'est l'IGS et le théâtre des opérations et l'ennemi ont été identifiés. Peut-être que l'approche, la résolution est peut-être vraiment claire maintenant. Je suis d'accord que la zone des 3 frontières est une zone qu'il faut contrôler. Donc concentrer les efforts sur cette zone, c'est très intéressant. Mais je dis que c'est insuffisant. Il est beaucoup plus facile de désarmer la SEMA que de vaincre les terroristes qui squattent la zone des 3 frontières. Pourquoi on n'a pas décidé de désarmer simplement la SEMA et d'installer l'armée du Mali à Kidal? C'était plus simple. C'est pas fait. C'est ce qui est en cours. Non, c'est de la propagande. C'est en cours. C'est-à-dire que tant qu'il y a le HUA armé à Kidal, le MNLA armé à Kidal, on amène un petit contingent malien pour faire du cinéma. C'est du cinéma. Okay. Donc moi je ne suis pas d'accord. Pau aurait dû décider de désarmer la SEMA, d'installer l'armée malienne à Kidal, et on n'en parlerait plus. Vous êtes le ministre de la parole. Je ne suis pas, je suis le ministre de la réalisme. Vous êtes le ministre de la parole. Non, en fait, oui. En fait, il y a deux choses. Hein. En fait, on dit il y a le CSA qui a eu lieu, qui est vraiment une grande avancée, en ce sens que, oui, l'armée reconstituée est en route pour Kidal. C'est dans 2 jours, la DDR, le processus de DDR a été relancé. Je pense que à la limite, il y a vraiment des espoirs par rapport à là. Mais justement, toujours par rapport à cette question de Pau, il y a un aspect qui est sorti, qu'on avait presque tous oublié, c'est la présence des djihadistes dans la zone. C'est vrai qu'avant la crise, on les a vus. À la limite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a été plus injuste avec les Français, parce qu'au moment où le Nord tombait, les djihadistes étaient là. Et il n'y a pas quelqu'un de plus sûr en renseignement que les Américains. Ils occupaient le nord, il y a eu toute la préparation, et puis le nord du Mali est tombé, et à ce jour, on ne les a pas sentis, et subitement, la question vient. Pour moi, tout le débat est à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils font chez nous au nord? D'accord, nous avons un autre confrère en ligne de Niamey, Issa Madougou, qui est également sceptique, qui pense que c'est plutôt une question de géopolitique, une guerre de puissance dans la zone des 3 frontières. Issa Madougou, votre point de vue par rapport à tout ça? Bonsoir Sekou. Oui, effectivement, aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le Sahel est à la une de l'actualité parce que on a assisté à une recrudescence des attaques meurtrières contre les forces de défense et de sécurité des 3 pays du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, les gens peuvent faire leurs commentaires, mais la réalité est là. La situation, à partir de Pau, du 13 janvier, ne va pas se résoudre d'un seul coup. Et ces pays sahéliens sont conscients qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Parce que Pau ne peut pas apporter cette solution tant attendue par les populations. Pau, comme d'une autre manière a été formulé par le président Macron, effectivement, c'est un sommet de clarification, mais pas un sommet de clarification par rapport à la présence militaire. C'est juste un sommet de clarification aux chefs d'État du Sahel pour leur dire que leur coup de pied, leur appel forcé qu'ils sont en train de faire à des puissances comme la Russie et la Chine n'est pas accepté par la France, car le Sahel, c'est le précaré français. La France a des intérêts qu'ils sont tenus de respecter. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le Sahel. On a une montée en puissance de ces groupes armés non étatiques. Ces groupes armés, tout le monde sait la puissance de fait qu'ils drainent autour d'eux. La désolation sur leur passage. Nos armées sont mal équipées. Il n'y a pas cette transparence dans l'utilisation des moyens
colossaux investis dans la sécurité dans les pays du Sahel. Tout ça, ce sont des mots qui sont en train de fragiliser nos États. Parce que tant qu'on investit, par exemple, comme au Niger, 19% du budget est investi dans la sécurité. Alors comment se fait-il qu'un positionnement de l'armée puisse être frappé de la sorte, comme ce fut le cas à Chinagoder, tout récemment, ce fut le cas à Inates. Alors, la question que se posent beaucoup de citoyens, où est-ce que réellement cet argent a été investi? Parce que normalement, ils devront être dotés de tous les moyens nécessaires. Alors, la situation au Sahel, ce n'est pas pour bientôt. Les pays sahéliens sont conscients qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas finir à bout de cette menace. Il faut une synergie d'action. Voilà, Issa Madougou de la télévision Ténéré Macan. Voilà, télévision Ténéré. Oui, effectivement. Ok, on en parle, cette transparence dans la gestion des fonds alloués à l'armée, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est vrai, il y a eu clarification à Pau, mais il faudrait également à l'interne, au niveau de nos pays, qu'il y ait cette transparence dans la gestion de l'armée aussi. Absolument, c'est fondamental. Et puis, c'est ça en fait. C'est pourquoi moi je dis souvent, au lieu d'en vouloir aux autres et tout, nous-mêmes Maliens, demandons-nous qu'est-ce que nous faisons pour la montée en puissance de nos armées. Alexis vient d'en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on a des camps au nord où il n'y a même pas un forage. Un forage, ça coûte combien? On ne peut même pas creuser un forage pour des camps dans cette zone des 3 frontières tellement sensible, tellement dangereuse. Même des simples opérateurs économiques qui passent toute la journée à avoir des marchés comme ils les ont, peuvent par gentillesse proposer des fourrages à nos armées. Donc, pour revenir à votre question, c'est cela en réalité, c'est le management, c'est la hiérarchie militaire malienne, pour parler du Mali. C'est la gestion même de notre armée qu'on doit bien voir. C'est l'argent qui est mis, qui est investi dans la sécurité, dans la défense. Serge l'a dit, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si nous ne pouvons pas avoir une armée digne de ce nom, on n'a pas d'État. On n'a pas d'État, c'est difficile. Donc il faut moraliser cette gestion, il faut que ça soit vraiment transparent. La première des choses, je vais arracher la parole, parce que là vous me provoquez un peu. Allez-y. Non mais la première, je peux quand même, Bertie. La première des choses, c'est valable pour notre armée, c'est valable pour d'autres armées dans la sous-région, il faut bancariser les salaires des militaires. Ce n'est pas normal que dans un pays, les militaires, on les paye au robinet, c'est-à-dire vous arrivez au tac-tac. Ce n'est plus normal. On est dans un état normal. Surtout que, c'est valable ici ou ailleurs, je dis. C'est la première des choses qu'il faut faire. Surtout que je sais de manière précise que, par exemple, dans des pays de la sous-région, pour payer les militaires, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des valises d'argent dans une banque, qu'on va redéposer dans une autre banque, avant de reprendre cet argent pour aller payer les gens. Mais cette banque A peut transférer directement les fonds à la banque B. Entre la banque A et la banque B, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe. Je ne précise pas le nom de pays, mais on sait ça. Il faut bancariser le salaire. Si vous ne bancarisez pas, on ne peut pas savoir exactement combien de militaires nous avons. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut balayer devant notre propre porte avant de voir la porte de jour. Mais je voulais terminer en disant quelque chose dans le discours de Macron tout à l'heure. J'ai été surpris, je n'avais pas bien entendu. Il a dit, si les États, les pays dans lesquels nous sommes, si les États de ces pays nous demandent de partir, nous partirons immédiatement. Donc il appartient à nos pays de prendre aussi leurs responsabilités en disant partez ou restez. Oui, mais nos armées, elles sont capables. Nos officiers, ils ont fait les mêmes écoles de guerre que Barkhane ou d'autres puissances. Ils sont capables, ils peuvent faire le job, et pourtant il manque quelque chose. Et par rapport à ça, j'avais déjà noté, du moins j'avais déjà suggéré plusieurs fois de dessaisir les généraux de la gestion du matériel et de l'argent des militaires. Et un général, dès qu'il commence à manipuler des millions, il cesse d'être un militaire. Quand vous donnez une V8 à un général, il perd son statut de militaire. Parce qu'il ne veut plus quitter la V8 climatisée. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la V8. Donc moi je vous dis, dessaisissez les généraux et de manière générale les officiers de l'armée de la gestion de la manne financière allouée à l'armée et donnez ça à une structure pérenne, n'est-ce pas, qu'on peut définir d'une manière ou d'une autre, constituée de civils, de comptables, etc. C'est la première chose.
ça permet d'éviter beaucoup de détournements. La deuxième chose, Serge parle de bancarisation. Mais est-ce qu'il y a une banque opérationnelle près des théâtres d'opération? Les familles sont là. Les familles sont là, d'accord, mais le militaire lui-même peut avoir besoin de son salaire. Vous encouragez la bancarisation. La troisième chose, Serge prétendait qu'il y aurait un état-major conjoint et que personne ne va dominer l'autre. Ce n'est pas vrai. Il y a un état-major conjoint de l'OTAN, mais tout le monde sait que c'est les Américains qui commandent. L'état-major conjoint Barkhane G5 sera commandé par les Français, que ce soit de manière formelle ou informelle. Maintenant, je termine en disant qu'il faut regarder les choses en face. La zone des 3 frontières est alimentée par les terroristes qui sortent et qui viennent par Kidal. Tant qu'on n'a pas désarmé la SEMA, et ça, la France en a les moyens, on n'aura rien réglé du tout. D'accord. Il ne s'agit pas d'envoyer une petite brigade malienne constituée de quelques soldats campés à Kidal. Non, il s'agit de livrer Kidal à l'État malien. D'accord. Alexis Gambouri, il y a eu un avant-pot avec le débat, autour de l'invitation de la convocation. Il y a eu un pendant et on est dans l'après-pot. L'après-pot, en termes de perspective, vous la voyez comment? Non, en tout cas, les perspectives sont bonnes, en ce sens que, oui, il y a un déploiement, il y a une récupération de Kidal, il y aura un partage d'informations, il y aura une plus grande formation ou plus grande acquisition d'expérience de nos troupes au contact des expériences d'autres armées, il y aura plus de transparence dans la gestion puisqu'on sera obligé de déclarer ce qu'on apporte en travaillant avec les autres. Je pense que à la limite, il y a beaucoup de combats qu'on menait pour des choses que Pau nous apporte. Je pense sincèrement que au-delà, oui, des ressentiments, il y a vraiment des avancées et Pau donne des résultats. Dans 6 mois, on saura après pause que c'est devenu, de mon point de vue. Parce que c'était précis, il y a un chronogramme, c'est très précis comme chronogramme, qui n'a pas été diffusé parce que c'était plus ou moins confidentiel. On verra clairement ce qui va se passer. Responsabilité de nos partenaires étrangers. Là, les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient réduire leur présence au Sahara ou dans l'Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, ce qui n'est pas une bonne chose. Deuxième chose, nos responsabilités collectives, et parmi ces responsabilités, il y a le fait que nous devons avoir des armées performantes, donc bancariser les salaires, c'est la première des choses pour savoir combien de militaires nous avons, ça c'est capital, il ne faut pas aller payer les militaires ou faire semblant de payer les militaires au front et qui meurent avec leur pognon dans les poches alors que les parents sont ici. C'est pour ça qu'il faut bancariser les salaires, pour savoir combien de militaires nous avons. C'est valable pour plusieurs pays du Sahel, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais prendre nos responsabilités, mais je le dis, si dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans au maximum, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous organiser en termes de G3, G5 pour lutter contre le terrorisme, je pense que nous n'aurons plus jamais d'armée. Oui, Makan, les propositions tendent à concentrer les opérations au niveau de la région des 3 frontières. Et si on suit l'actualité, récemment, il y a eu au moins 14 civils qui ont été tués dans le Liptako-Gourma, le cercle de Douanza également. En termes de défis, il y a également ça, ces violences intercommunautaires. Moi, je crois que c'est déjà bien que les choses aient été définies à Pau. C'est-à-dire que la France envoie 220 militaires en surplus, l'état-major conjoint, le fait de focaliser également sur la zone des 3 frontières. Vous venez de parler de Douanza et tout, les Liptako-Gourma, la zone de Gourma surtout. C'est là où il y a véritablement les terroristes résident à cause de la forêt de Ouagadougou et tout et tout. Donc si cette zone est connue et que l'état-major également est connu, les responsabilités sont situées, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des victoires. Parce qu'auparavant, ce qui se passe, c'est que
même s'il y avait des attaques, le temps d'informer Barkhane, que Barkhane informe sa hiérarchie. Mais aujourd'hui, je crois que même ces prises de décision vont être rapides parce que c'est un seul état-major. Au lieu que, comme antérieurement, que les FAMA ou les mouvements armés, que quelqu'un informe Barkhane, parce que moi je sais que ça s'est passé une fois comme ça, il a fallu appeler Barkhane en N'Djamena et tout, le temps que tous ces circuits administratifs soient faits, mais les terroristes sont partis. Aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. C'est que la décision, elle est prise, et elle est prise apparemment in situ, c'est-à-dire la zone des 3 frontières. Mais ce que moi je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de guerre asymétrique. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, je crois que les FAMA, Barkhane et tout, pourquoi on ne s'essaye pas également à cette guerre asymétrique? C'est-à-dire poser des mines au passage des terroristes, sur les passages des touristes et tout, quoi, je veux dire. Oui, Alexis Calambri, peut-être un mot sur cette question. 14 civils, au moins 14 civils tués, ça faisait longtemps, il y avait une certaine stabilité au niveau de la région. Oui, c'est vrai, il y a eu, ça a surpris parce qu'on pensait cette question résolue et surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, quand on lit le communiqué du gouvernement, à la limite, on met en cause le fait que ça soit des deux eaux. Donc, je pense que oui, espérons que ça soit juste un cas isolé, de sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais pour appuyer ce que Makan disait, l'avantage justement, pour prendre en compte toutes ces questions, en ce sens que désormais, il y aura plus de réactivité. C'est-à-dire, on n'aura plus à informer l'état-major malien qui va informer ou qui va demander, chercher l'aide de l'amunissement ou de trucs que des gens viennent de N'Djamena. Vous avez vu que même la France prépositionne dans la zone de moyens aériens qui étaient jusqu'à N'Djamena. Donc je pense que pour prendre en compte tous ces aspects également. On a parlé de développement. Rapidement, on a parlé à Pau de développement aussi. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme en tirant seulement sur les gens, en faisant ce que dit Konaré, aller tuer les gens, etc. Non, ça ne va pas suffire. Ou en portant un bonnet bleu, un basin blanc, jaune, ça ne va pas fonctionner comme ça, Konaré. Donc ça, c'est quand même important. On a de développement à Pau. Oui. D'accord. Peut-être avant de clore ce chapitre, ces images, les caricatures de Freddy Matar Sylla rapidement, avant de continuer avec le dernier thème de ce débat du dimanche. Voilà, une revue de troupes avec Emmanuel Macron. Deuxième thème du débat du dimanche, nouveau report du procès Sanogo, la grosse colère des magistrats. Dans un communiqué publié vendredi, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont dénoncé ce qu'ils ont appelé l'immixtion du gouvernement dans les affaires judiciaires. Alexis Calambri. Oui, moi j'ai vu le communiqué des syndicalistes, mais à la limite, au vu de, disons, de la situation, j'étais d'accord avec le procès aujourd'hui crée plus de problèmes qu'il n'a réglé. Oui, on est d'accord avec le drame causé aux familles, on est d'accord avec le besoin de chercher la vérité, mais il y a une situation, disons, il y a un contexte qui n'est pas très favorable. Bon, peut-être que le gouvernement aurait dû parler avec les magistrats ou je ne sais pas comment ça se passe, mais il est évident que le procès aujourd'hui crée plus de problèmes que ça n'a réglé. Oui, mais quand si on lit à travers les lignes ce communiqué des deux syndicats, ils sont beaucoup plus dans la forme, dans la procédure, parce que pour eux, c'était au parquet, le procureur d'annoncer le report du procès, mais ils disent l'avoir appris à travers un tweet du porte-parole du gouvernement. De notre ministre de la Communication. Non, en fait, ils ont entièrement raison. Moi, il y a deux choses. D'abord, on n'a pas assez de vision dans ce pays. C'est-à-dire, quand on a programmé, programmé le procès, tout le monde était là. Le gouvernement, il était là. Il savait que Sanogo devait être jugé tel jour. C'est la veille qu'ils ont pris ces mesures. Et puis, il y a la procédure, comme ils ont dit. C'est juste une question de séparation des pouvoirs. Est-ce que le gouvernement avait besoin de s'afficher en faisant un communiqué pour dire c'est nous qui avons reporté le procès? Dans une démocratie, tout le monde sait que ça va en porte-à-faux avec la séparation des pouvoirs. Ils pouvaient faire ça par le procureur ou par la justice. Il y a ça. Et puis bon, je crois qu'il y a d'autres raisons.
Je crois qu'il y avait un témoin qui dérangeait beaucoup, le procès ne pouvait pas se tenir. Et puis le procès va difficilement se tenir, le procès de Sanogo. Moi, c'est ce que je veux vous dire. D'accord, on va terminer par Maître. Non, pas moi plutôt, puisque tu es avocat. Ok. Partie prenante. Il n'y a pas de dossier. souci. Donc il faut qu'on le surveille. Allez-y, Maître Bourari. En fait, je comprends ce que les syndicalistes disent. Le procès a été, le procès est organisé par le parquet général. C'est-à-dire que le procureur général près la cour d'appel. Donc c'est lui qui organise, c'est lui qui reçoit les moyens pour organiser le procès d'assises. Mais maintenant, le procès des Sanogo est un procès spécial. C'est pourquoi il y avait une cour d'assises spéciale. Procès spécial signifie que des gens vont venir, il pourrait y avoir du grabuge, il pourrait y avoir beaucoup d'affrontements, etc. Donc d'où la nécessité d'envoyer beaucoup de forces de l'ordre, d'investir dans beaucoup de dépenses. Et si d'avance, le gouvernement sait que pour une raison ou une autre, il ne souhaite pas que ce procès soit organisé le 13 janvier, alors c'est à lui de prendre les devants et d'annoncer que ce procès n'aurait pas lieu. Ça viole la forme, mais est-ce que si le gouvernement n'avait pas fait ça, le procès aurait été renvoyé? Je ne le crois pas, parce qu'il n'y aurait aucun motif juridique, une fois les assises ouvertes, de renvoyer le procès. Alors donc c'est pourquoi le gouvernement a décidé de renvoyer l'affaire. À mon sens, c'est pour trouver un règlement politique de l'affaire. Alors ce règlement politique me paraît extrêmement intéressant, parce que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas juger à la fois les bérets verts, c'est-à-dire les Sanogo et autres, juger ensuite les bérets rouges impliqués et aussi dans des atteintes à la sûreté de l'État, c'est-à-dire que dans un contre-coup d'État, n'est-ce pas, les bérets rouges, leur dossier est également sur la table, et pendant ce temps, être en guerre. Donc on ne peut pas juger toute son armée pendant qu'on est en train de faire la guerre. Mais tout cela, donc mieux vaut trouver un règlement politique. Tout cela, c'est au détriment de la manifestation de la vérité. Les Maliens veulent savoir ce qui s'est passé, ils veulent qu'on en finisse. Un règlement politique, c'est au détriment de la manifestation de la vérité. Mais avant que vous ne donniez la parole à Serge, combien de terroristes ont été libérés sans que la manifestation de la vérité se fasse? Bon, ça c'est notre question. Moi je veux parler du report du procès. Sanogo, c'est pas mon copain, tout le monde le sait, on n'est pas grands amis, comme il est ami à celui qui est à ma gauche et celui qui est devant moi, puisque c'est son avocat. Il fait 7 ans sans jugement, c'est pas normal. Dans un pays de droit, on ne peut pas faire 7 ans sans être jugé. Il fallait le juger. Mais est-ce que le moment était indiqué? Non. Donc c'est un camouflet pour le ministère de la Justice, qui a fixé la date. Heureusement d'ailleurs, s'il y a quelques mois avant, le ministère de la Justice avait envisagé de fixer une date pour ce procès. Si vous voulez prendre la décision de juger le général Sanogo, j'ai dit que je n'appelle plus capitaine Bombardé général, il faut quand même prendre des mesures, il faut prendre le tempo, sentir les choses, etc. C'est un camouflet pour le ministère de la Justice. Mettons, j'ai appris comme vous qu'il y aurait des arrangements, est-ce qu'il ne va pas bénéficier d'une liberté provisoire, etc. On va voir ce que ça va devenir. Et peut-être que si on avait le temps, ce serait que les chantiers de 2020, de l'année 2020, c'est que notamment le ministère de la Justice, c'est vrai qu'on dit, bon, le ministre est excellent, etc. J'entends ça quelquefois, il connaît bien Sanogo. Il faut qu'il prenne les mesures pour qu'on puisse faire un procès dépassionné, une lutte contre la corruption dépassionnée, pour le bien du peuple de malien. Oui, Alex. Oui, pour moi, il y a nécessité de la manifestation de la vérité. Mais justement, si on va sur ce terrain politique, on a vu la commission Vérité, Justice et Réconciliation est en train de faire un travail formidable. Et
son mandat couvre cette période. Alors, peut-être que ce serait possible que ça soit versé à ce niveau. Je note au passage que pour une fois, Maître est d'accord avec le gouvernement, c'est une bonne chose. Donc, les engagements sont respectés. Maître, il faut savoir que Maître, les engagements sont en train d'être respectés. Donc, ça lie aussi, change un peu. Qu'est-ce que vous appelez engagement? Adam Thiam et Akumba, peut-être qu'après, ce serait Maître. Et moi, je vous assure, moi, je resterai toujours à côté de vous. On parle de règlement politique, de loi d'entente nationale, mais les crimes de part et d'autre sont presque imprescriptibles. Est-ce que la meilleure façon d'en finir avec tout ça, de prôner la réconciliation, c'est pas qu'on sache qui a fait quoi, et puis après, s'il faut se pardonner, il faut se pardonner? Moi, je crois qu'il faut que l'État s'assume. En fait, ça, c'est des choses, à la limite, sans avoir forcément de preuves, c'est des choses connues. Tous les crimes qui ont été commis, tout, c'est des choses connues. Maintenant, mais il peut difficilement avoir un procès. Il y a beaucoup d'implications, d'imbrications. Ça peut, comme on dit, le pays est très fragile aujourd'hui. Mais il ne faut pas aussi qu'on nous prenne comme si nous-mêmes, citoyens, nous ne réfléchissions pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit honnête, franc avec nous. Il faut que l'État ait le courage de dire aujourd'hui que ça nous peut être difficilement jugé. D'ailleurs, ils sont en train de les libérer, je peux même dire. La solution politique, c'est ce qu'on cherche. D'ailleurs, depuis un certain temps... Il est toujours à Bamako, il est à Bamako. Depuis un certain temps, on cherchait cette solution politique, tout et tout. C'est-à-dire quand vous le prenez avec toutes ces affaires, vous l'amenez à Bamako, ça veut dire qu'il ne retourne plus à Sélégué. S'il ne retourne plus à Sélégué... Il change de lieu de domicile la nuit. C'est ce que Maître disait tout à l'heure. S'il ne retourne plus à Sélégué, ça veut dire qu'on essaie de les libérer. Tant mieux, c'est une bonne chose. Mais il faut être honnête, franc, et puis il faut tenir le langage de la vérité aux populations. Oui. Pas que les familles de Beyrouth simplement, mais à tout le monde, parce que tout le monde sait ce que 2012 a coûté au pays tout entier. Maintenant, on ne peut pas mettre ça au compte des pertes et profits comme ça, quoi. Il faut que les gens sachent que ça vaut vraiment la peine. Oui, les citoyens peuvent penser que c'est une justice aux ordres. Ils disent souvent qu'il y a un ministre dans le gouvernement qui aurait dû être sur le banc des accusés et qui fait qu'il n'y a pas de procès. Ouais. Au-delà des blagues de Serge, des blagues de Serge, moi je vous dis, je vous rappelle qu'une loi d'entente nationale a été votée dans ce pays et vous n'en parlez pas. C'est une loi qui prend en compte d'amnistie. Les gars de la CEMA aussi. Hein. C'est une loi d'amnistie pour la CEMA et pourquoi pas pour tout le monde. D'accord. Et pourquoi on se met par rapport à certains accusés et pas d'autres? Non, attention, on ne se meut pas, on se pose des questions. Est-ce qu'on peut rappeler sans blague que vous êtes quand même l'avocat de Sanogo? Oui, il est dessus. Voilà. D'accord. Avant donc de clore cette émission du débat du dimanche, un mot sur le numéro de ce mois de la lettre confidentielle. Peut-être des images qui vont apparaître. On parle d'un retour de l'armée à Kidal le 24 janvier. Voilà. Oui, rapidement, en principe, c'est ce que je dis. La nouvelle armée constituée est actuellement à Gao. Le 20, le départ en principe, et le 24, arrivé à Kidal. Il y a un autre article intéressant. Ouais, le SMS rageur, on va voir la photo. Voilà, le SMS rageur. Le président de la République a réagi à l'affaire Tigoumboubé Maïga, du nom de l'ancien conseiller technique à la présidence. Et puis enfin, le remaniement ministériel qui est reporté après les législatives. C'est dans la lettre confidentielle. Et c'est pas juste de militaires qu'on envoie à Kidal. Ok. Et Mali Tribune, cette semaine? Non, Mali Tribune, c'est le journal Les Coutumiers des Scoops, et puis on laisse les... Voilà. La nouvelle libération. Nouvelle libération, quand même. Oui, on a un peu parlé de Kidal également, puis de quoi encore de Aya, du procès Amadou Aya Sanogo, et du ministre qui a menacé de démissionner, qui était en train de démissionner, qui a apparemment déclenché tout ça, quoi. D'accord. Et le journal caché de Maître, il a un journal caché. Voilà, bon, ça on va en parler la prochaine fois. Et puis avant de clore l'émission, cette question à répondre sur la page Facebook Le Débat du Dimanche. Quel est le nom du premier chef d'état-major des armées au Mali? Puisque vous savez, le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. Donnez-nous le nom du premier chef d'état-major général des armées. La réponse sur la page Facebook Le Débat du Dimanche, et le gagnant qui pourrait s'en sortir avec des
cadeaux. On va dévoiler les noms la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Galabri de Mali Tribune, Maître Chakmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain, 21h politique, le débat avec 3 anciens candidats à la présidentielle, Shogel Maïga, Omar Mariko, Amadoun Touré, qui vont parler des résolutions du dialogue national inclusif, et également les résolutions du sommet de Pau avec Robert Dissa à 21h temps universel. Nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain. Et encore merci à la téléspectatrice qui nous a apporté l'assiette de viennoiserie. C'est à Badlabougou, voilà, précisément la famille Keïta à Badlabougou. Merci pour l'assiette. Bonne fête de l'armée, il faut souhaiter. Tout à fait. Ok, à dimanche prochain.